Le sport automobile au Japon ne s'est pas construit en un jour. Avant de devenir l'un des acteurs majeurs de la scène internationale avec des événements comme le JGTC et par la suite devenu le Super GT, le pays du soleil levant a traversé plusieurs étapes marquantes dans son développement. Dans les années 60, le Japon faisait encore ses premiers pas dans le domaine du sport automobile. Les courses locales, souvent dominées par des petites voitures de tourisme, marquaient l'engouement naissant pour l'automobile. L'une des compétitions les plus notables à l'époque était le Japan Touring Car Championship, le JTCC, une série qui permettait aux constructeurs de tester leur modèle fort sur piste, tout en attirant les foules. Mais c'est dans les années 70 que le Japon fait un bond en avant, avec la création des premières courses d'endurance de grande envergure. Des voitures comme la Nissan R380 et plus tard les premiers prototypes de Toyota commencent à défier les standards européens en matière de technologie et de performance. Les 1000 km de Fuji, une course d'endurance lancée à cette époque, devient l'événement fort permettant aux constructeurs japonais de prouver leur valeur face aux voitures européennes. À cette époque, des figures de légende comme Kunimitsu Takahashi se démarquent. Ayant débuté en tant que pilote moto, Takahashi est le premier pilote japonais à remporter une manche du championnat mondial. Il fait rapidement la transition vers la voiture, devenant une icône des courses d'endurance au Japon et à l'international. Takahashi est aussi l'un des premiers à percevoir le potentiel des voitures GT modifiées. Je me souviens des premières compétitions. Le Japon commençait à se faire un nom dans le monde des courses, mais il manquait encore quelque chose. En 1983, un tournant majeur s'opère avec la création du Japan Sports Prototype Championship, le JSPC. Inspiré des 24 heures du Mans, le JSPC voit l'apparition des premiers prototypes japonais capables de rivaliser avec des géants comme Porsche. Des marques telles que Nissan, Toyota et Mazda investissent massivement dans la course. Le JSPC a été le théâtre de la domination des constructeurs japonais où ils affinaient leurs compétences en ingénierie pour conquérir des podiums internationaux. Des modèles légendaires comme la Nissan R88C ou la Mazda 787B ont marqué cette époque. Mais malgré ces succès, l'augmentation des coûts et un public en quête de compétition plus proche des voitures de série ont posé un défi de taille. Au début, Porsche dominait le JSPC grâce à son expérience des courses européennes. Mais au fil du temps, les constructeurs japonais ont réussi à rattraper leur retard. En 90, Nissan a triomphé avec la R90CP, marquant la première victoire d'un constructeur japonais face à des géants européens. Cette victoire a permis à Nissan de dominer le championnat pendant plusieurs années. Alors que les prototypes dominaient encore, des voitures comme la Nissan Skyline GTR, la Honda NSX et la Toyota Supra gagnaient en popularité. Les fans voulaient voir ces voitures de production modifiées sur les circuits et les constructeurs japonais ont vu dans cette demande une opportunité. C'est dans ce contexte que des personnalités majeures du sport automobile japonais comme Masahiro Asami et Kunimitsu Takahashi ont pris les rênes pour transformer le paysage des courses. Asami, légende de Nissan, et Takahashi, un grand pilote comme mentionné plus tôt, ont joué un rôle crucial en faisant pression pour la création de championnats plus accessibles et plus proches des voitures de production. Masahiro Asami, surnommé Monsieur Skyline, a façonné la carrière de la célèbre Skyline GTR sur les circuits japonais et internationaux. Dans une interview exclusive, il revient sur l'époque où l'idée du JGTC commençait à prendre forme. Je savais que pour que le Japon prise sur la scène mondiale, il fallait que nous maîtrisions l'endurance. Le JSPC nous a permis de tester nos compétences contre les meilleures équipes européennes. Mais même alors, je pensais que le véritable avenir résidait dans les voitures de production modifiées. Les courses japonaises ne se limitaient pas au JSPC. Le Japon figurait également sur le calendrier du championnat mondial d'endurance, le World Sports Prototype Championship, WSPC. En 1988, les 1000 km de Fuji ont attiré des équipes internationales comme Jaguar, Porsche et Sauber, qui se sont mesurés aux meilleurs pilotes et équipes du Japon.
Ce fut une course marquante où Martin Brundle et Eddie Cheever remportèrent la victoire. Mais c'est le public japonais qui fut le véritable gagnant ce jour-là. Avant d'aller plus loin, je dois souligner que je n'ai pas encore parlé du Japan Touring Car Championship, ou JTC, qui existait pourtant déjà à cette époque. Le JTC, basé sur les règles de groupe A, offrait des courses avec des voitures de production modifiées, ce que beaucoup de spectateurs voulaient voir. Pourtant, malgré sa popularité initiale, le championnat commençait à décliner au début des années 90. La domination de modèles comme la Nissan Skyline, combinée à des coûts de développement élevés et un manque de diversité compétitive, réduisait l'intérêt des fans et des constructeurs. Alors pourquoi ce déclin n'a-t-il pas suffi à répondre à l'envie de voir des voitures de production en course? Tout simplement parce que le JTC ne répondait plus aux attentes. Les spectateurs voulaient des courses plus spectaculaires et diversifiées, tandis que les constructeurs cherchaient des formats plus flexibles et abordables. Ce vide dans l'intérêt du public et des marques a donc joué un rôle clé dans l'émergence de nouvelles visions pour le sport automobile japonais. Mais derrière cette vision, il y avait des tensions entre les constructeurs. Le Japon venait de traverser l'éclatement de la bulle économique et des responsables, notamment chez Toyota, se montraient hésitants face à l'idée de continuer à investir dans des programmes de course coûteux. Le JTC, qui aurait pu répondre à l'envie du public de voir des voitures de production en course, perdait de son attrait, notamment à cause de la domination des GTR et du manque de diversité dans les modèles de voitures. Les opinions divergeaient. Fallait-il continuer à miser sur des voitures de tourisme ou chercher une autre voie qui attirerait davantage d'équipes et de spectateurs? Certains constructeurs, comme Nissan, voyaient encore un intérêt dans des voitures issues de la production, capitalisant sur le succès des modèles comme la GTR, tandis que d'autres, comme Toyota, se demandaient si ce format pouvait vraiment rester compétitif à long terme. Le déclin du JTC posait une question cruciale. Comment moderniser les courses sans que les coûts ne deviennent aussi exorbitants que ceux des prototypes et surtout, comment offrir un spectacle qui captiverait à nouveau le public japonais? L'objectif était clair, créer une série compétitive, spectaculaire et économiquement viable. C'est dans ces discussions que les bases d'un nouveau championnat ont commencé à prendre forme en tirant les leçons des faiblesses du JTC et du JSPC avec les exigences d'un public en quête de renouveau. En 1992, après de nombreuses discussions et négociations, les règles du JTC sont finalement fixées. Des voitures de production modifiées, des limitations de puissance et un format qui garantirait une compétition intense. Nissan, Toyota, Honda et les autres étaient enfin prêts à se lancer dans cette nouvelle ère. Le Japan Grand Touring Car Championship était prêt à bouleverser le sport automobile japonais. La compétition allait offrir un mélange unique de performances techniques et de voitures que les fans adoraient. Mais quelles furent les premières batailles sur circuit? Quelle voiture allait s'imposer? Tout cela dans le prochain épisode.